bonsoir. Un pays plus attractif et plus compétitif pour les investisseurs, c'est l'objectif que veut atteindre le gouvernement togolais depuis plusieurs années en initiant autant de réformes dans plusieurs secteurs d'activité. Et ce soir, nous parlons des innovations et de la révolution introduite dans l'attribution, le fonctionnement du permis de construire. Nous en saurons un peu plus avec nos invités du jour, nos invités ce soir sur ce plateau. Nous avons d'abord M. Bassim Soué Edjam Etchaki. Il est le directeur adjoint des services techniques du district du Grand Lomé. M. Edjam Etchaki, bonsoir. Bonsoir Anita. Nous avons également l'ancien président de l'Ordre national des architectes du Togo. Il est architecte donc et président de la commission d'inspection des travaux de construction. Il s'agit de M. Kossi Makissé Nicolas Akidjetan. Monsieur Akidjetan, bonsoir. Bonsoir madame. Alors nous sommes sur ce plateau pour parler, pour redécouvrir un peu le permis de construire. Mais monsieur Akidjetan, nous n'allons pas découvrir les innovations, les réformes introduites sans connaître ce qu'on appelle le permis de construire et son importance. Alors vous êtes architecte, dites-nous un peu plus, qu'est-ce que c'est concrètement? Merci beaucoup. Et le permis de construire, tout simplement nous pouvons dire que c'est un acte administratif délivré par l'autorité locale, notamment le maire, et qui vaut autorisation de bâtir un projet de construction porté par son promoteur. Et en l'absence de ce document, nul n'est autorisé à bâtir sur la moindre parcelle du territoire national. C'est dire que c'est une obligation légale, si excusez le pléonasme, et d'obtenir le permis de construire préalablement au début des travaux. Mais maintenant, monsieur Akidjetan dit, pourquoi il est nécessaire d'avoir le permis de construire? Parce que nous avons construit nos maisons, nos édifices et tout sans permis de construire, mais bon, nos édifices sont toujours là. Alors, quelle est l'importance? Pourquoi il faut nécessairement le permis de construire? Plusieurs raisons sous-tendent cette nécessité d'obtenir le permis de construire. D'abord, il faut reconnaître que la parcelle qui est à vous, vous allez bâtir dessus ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas isolé dans la cité. Vous êtes dans un environnement qui a besoin d'harmonie. Et votre parcelle est dans une cité sous l'autorité d'une autorité locale. Et il y a des règles de vivre en commun qui veulent que les choses soient faites selon des normes acceptées par tous. Oui. Et c'est ainsi que dans des zones, on peut limiter la hauteur des édifices. Imaginez que vous ayez votre terrain à Lomé, quartier Béhédjé, oui, et que vous ayez envie de bâtir un édifice de 10 étages. L'autorité locale vous dira que ce n'est pas possible, pour la simple raison que vous êtes dans l'axe de décollage des avions. Ouais. Si vous ne soumettez pas la demande, on ne saura pas par avance. C'est quand vous serez en train de construire qu'on s'apercevra que vous êtes en train de créer une nuisance grave et on viendra interrompre vos travaux. Donc, c'est en amont qu'il faut d'abord faire valider son projet. Et il y a le respect, par exemple, du voisinage. Imaginez que vous construisez, puisque votre terrain peut être petit, vous voulez l'occuper au maximum et vous construisez jusqu'à la limite de votre terrain. Vous avez besoin de fenêtres. Vous ouvrez vos fenêtres chez le voisin. Vous violez l'intimité du voisin. Cela est interdit. Et donc, cela aussi est contenu dans la réglementation qui régit tous les actes d'urbanisme. Et donc, l'autorité locale va vérifier que le projet que vous portez respecte toutes les normes en vigueur. Si c'est le cas, donc on vous donne l'autorisation. S'il y a des insuffisances mineures, on vous demande de les corriger. Si c'est des insuffisances graves, on vous demande simplement de reprendre. Et le plus souvent, ça intervient, et les insuffisances interviennent quand il n'y a pas un professionnel derrière vous qui vous accompagne dans votre projet. Et vous êtes très bien habillé, mais j'imagine que vous n'avez pas confectionné cette tenue vous-même. Imaginez qu'après avoir acheté le tissu,
vous décidiez, parce que vous avez une machine à coudre, de coudre vous-même. Ça ne donnera pas le même résultat. Donc, vous êtes adressé à un professionnel ou à une professionnelle pour confectionner votre vêtement. C'est la même chose pour le bâtiment. Il faut donc s'adresser aux professionnels qui vous accompagnent dans tout le processus pour obtenir le permis de construire et vous accompagner pour le suivi des travaux à toutes les phases de la construction. D'accord. Alors, M. Akiyetan, nous sommes dans le cadre du climat des affaires. Nous parlons des investissements, des investisseurs, des opérateurs économiques. Alors, quelle est l'importance maintenant du permis de construire pour un opérateur économique, par exemple? Très bien. Et un opérateur économique, donc, il analyse l'atmosphère des affaires dans le pays là où il veut investir. Et unanimement, le permis de construire est un indicateur de la qualité du climat des affaires dans un pays. L'opérateur économique, qu'il soit national ou étranger, regarde, et je veux investir dans ce pays. Et je dois construire peut-être les entrepôts pour mon activité. En combien de temps je peux faire ça? On connaît les délais techniques pour la construction. Mais les procédures administratives qui vont précéder la construction, ça va durer combien de temps? Si ça met 1 an, lui, il voit que pendant 1 an, je n'aurai pas commencé, donc j'aurai beaucoup de manques à gagner, ce n'est pas intéressant pour moi, je n'y vais pas. Même si c'est un autochtone, il veut le faire, mais si le permis de construire va prendre trop de temps et que c'est trop cher, il dira c'est pas intéressant, j'abandonne. Et donc ça fait des investissements en moins dans le pays et ça fait tous les avantages qui vont avec les investissements qui ne seront plus là. D'accord. Donc c'est pourquoi la qualité du climat des affaires par rapport au permis de construire, c'est très très important. C'est d'ailleurs pourquoi la Banque mondiale en a fait un des indicateurs de Doing Business. Oui, voilà. Merci beaucoup, M. Akiyetan. On reviendra tout à l'heure à vous pour d'autres explications. Alors, M. Idjamejaki, on a donc compris que des réformes ont été introduites, des réformes ont été entreprises pour justement assainir le climat des affaires concernant le permis de construire. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Oui, le permis de construire... Cet acte administratif délivré par le maire a connu plusieurs réformes pour répondre aux attentes des promoteurs immobiliers, notamment les investisseurs. La première réforme, c'est la relecture du décret portant permis de construire. Le premier décret datait de 1967 et aujourd'hui, quand nous regardons les édifices qu'on construit, vous comprenez que ce décret est un peu obsolète. Et donc, en 2016, un nouveau décret a été pris pour tenir compte de la nouvelle donne. Et ce décret, comme l'a dit Nicolas, prend en compte les règles d'urbanisme. Comment bâtir mon bâtiment sans toutefois déranger le voisin. Comment respecter l'environnement où je suis. Et en dehors de ça, ce décret aussi regarde la qualité et la fonctionnalité de nos bâtiments. Quand on dit bidonville, ce n'est pas seulement les maisons construites avec les bidons. Ça peut être aussi en béton. Quand vous construisez ce qui n'est pas vivable, ce n'est pas une construction. Donc, le décret cadre très bien ces normes-là pour qu'ils respectent les normes d'urbanisme. Et aussi, il faut construire solide. Il faut construire solide. Nous avons vu dans cette ville les édifices qui se sont écroulés parce qu'il n'y a pas un architecte derrière, il n'y a pas un ingénieur derrière, et c'est construit comme ça, il y a béton, il y a tout, mais la mise en forme n'a pas respecté les règles. Donc le décret prend tout ça là en compte. Et donc il y a la phase instruction où tous les professionnels regardent comment est monté le dossier. Et après cette phase instruction, vous avez votre permis de construire et vient la deuxième phase, la mise en œuvre. Il faut maintenant opérer les inspections pour s'assurer que ce qui a été conçu, c'est ça qui est effectivement en train d'être réalisé. Donc la première réforme, c'est la relecture du décret. La deuxième réforme tient beaucoup plus compte du temps. Et là, c'est la
dématérialisation des procédures d'instruction de permis de construire. On l'a dit, pour être plus compétitif, il faut permettre au promoteur d'avoir son papier en un temps record. Pour être aussi compétitif, il ne faut pas que obtenir ce papier-là coûte trop cher. Et enfin, pour être compétitif, il faut que les allers-retours entre l'administration et le bureau du promoteur, il faut que ça soit suffisamment réduit. Et donc, avec, comment dirais-je, la dématérialisation des procédures, on n'a pratiquement pas de va-et-vient, des procédures aller-retour. Non, l'architecte laisse la demande dans l'application que nous appelons système intégré de gestion des permis de construire. Et puis, tout de suite, l'administration se saisit du dossier, regarde la conformité, étudie les plans et puis donne son avis. Et après, quand l'avis est concluant, le maire signe le papier. En termes de coût, aujourd'hui, le mètre carré bâti, la surface brute de votre construction, elle coûte seulement 100 francs le mètre carré. 100 francs le mètre carré. Ça veut dire que si votre bâtiment c'est sur 10 mètres, ça fait 100 mètres carrés, fois 100 francs, ça fait 10 000 francs comme redevance à payer. C'est nettement moins cher. Et en termes de délai, avant, il faut plus de 100 jours. Et il y a eu des permis qui ont fait pratiquement 1 an. Aujourd'hui, en moins d'1 mois, vous avez votre permis de construire. Et le record que nous avons enregistré, c'est 6 jours. C'est 6 jours. Donc la dématérialisation a vraiment aidé. Elle a aussi protégé l'environnement. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de beaucoup de papiers pour amener dans un bureau. Vous téléchargez juste votre demande dans l'application. Il n'y a aucun papier. La forêt est protégée. L'environnement est protégé. Et puis les architectes vous diront qu'ils ne vont pas dépenser aussi les encres pour imprimer. Ils ne vont pas dépenser beaucoup d'argent pour l'impression, la confection des dossiers. Donc c'est ça. Et puis la dernière réforme, si vous voulez, c'est l'inspection. Avec l'ancien degré, l'inspection n'était pas si rigoureuse comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'inspection. Quand vous voulez démarrer, quand bien même vous avez votre permis, on fait l'inspection à plusieurs niveaux. Et cette inspection tient compte aussi de la catégorie des bâtiments que vous voulez construire. Voilà, un bâtiment qui est exposé à un risque très fort, il y aura nécessairement plusieurs inspections. Et un bâtiment qui est exposé à un faible risque, peut-être 2 inspections, c'est suffisant. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il y a cette inspection qui est là. Et puis surtout, il faut aussi dire que nous avons profité aussi des services de nos amis du cadastre qui ont le e-foncier. Ils ont aussi informatisé les procédures, ce qui réduit énormément l'obtention d'un plan levé. Avant, il faut payer 300 000 francs pour avoir un levé parcellaire. Et ça vous prenait 1 mois. Aujourd'hui, en 1 semaine, l'administration a fait le contrôle et vous donne l'attestation d'immatriculation que vous pouvez introduire dans le système comme titre de propriété. Et le géomètre, il n'a que 3 jours. Donc de 1 mois, nous sommes revenus à 10 jours. Quelques jours. Et maintenant, les 300 000. Avant, il fallait payer au service du cadastre, au service de l'urbanisme. Le géomètre agréé lui-même son sou. Aujourd'hui, c'est rien que le géomètre agréé. Et il ne prend pas 300 000 francs. Lui, quand c'est un lot 6 arts, il vous demande juste 80 000 francs. Mais quand vous avez 10 arts, il se dit que l'art supplémentaire coûte 4 000. Donc, si vous prenez 4 000 fois 4 supplémentaires, ça fait 16 000, plus les 80 000, ça fait 96 000, ça n'atteint même pas 100 000. Donc, il y a l'économie substantielle qui est faite et ça nous permet de livrer un permis de qualité en un temps record. L'autre avantage, c'est que dans l'ancien décret, tout bâtiment est assujetti à un permis de construire. Mais avec le nouveau décret, on s'est dit les bâtiments de faible importance
n'ont pas besoin de permis de construire. Oui, si vous voulez construire la guérite de votre gardien à la maison, vous n'allez pas recourir à un permis de construire. Il faut juste faire la déclaration des travaux et si le maire ne trouve aucun inconvénient, vous allez réaliser votre guérite. Donc, ces réformes sont très importantes et puis, comme on le dit, c'est vrai que ça attire les investisseurs, mais aussi ça bénéficie le citoyen. Mais oui, ça améliore la vie aux citoyens. Et tous les citoyens s'intéressent maintenant à avoir un permis de construire et puis réaliser sa maison. Et il faut le dire, hein, vous voulez construire, vous avez besoin d'un permis. Mais quand vous voulez démolir aussi, il faut demander le permis de construire, le permis de démolir. Donc, c'est-à-dire, j'ai construit par mes propres moyens, je veux démolir. Il faut nécessairement demander autorisation pour démolir. Oui, il faut avoir le permis de démolir parce que, vous voyez, il peut y avoir des édifices importants. Il faut qu'on s'assure que les moyens mis en œuvre pour pouvoir enlever l'édifice gênant ne va pas poser de problème aux voisins. Ça va se faire dans la règle de l'art. Et puis quand vous démolissez, pour reconstruire, il vous faut encore un autre permis de construire. Et quand vous modifiez même votre maison, dès que la modification touche la structure ou la façade de votre immeuble, c'est nécessaire aussi de solliciter un permis chez le maire. D'accord. Alors, Monsieur Akiditan, vous êtes architecte, on va dire, est-ce que vous pourrez nous dire, on va faire une sorte de comparaison de comment la vie était avant et maintenant que les réformes ont été introduites, c'est-à-dire avant, comment se faisait le travail pour avoir un permis de construire, peut-être pour vos clients, on va dire, comment la vie était et aujourd'hui, avec les réformes, comment elle est? Je vais peut-être exagérer en disant que la vie est devenue relativement belle. Puisque avant, pour obtenir le permis de construire, c'était la croix et la bannière. Et non seulement au niveau de la production du dossier, et ça pouvait coûter beaucoup d'argent. Et ça pouvait prendre beaucoup de temps. Et parfois, pour un dossier, vous pourrez faire les tirages jusqu'à 300, 400 000 francs CFA. Wow. Mais c'est le client qui paye ça. Donc c'est lourd pour lui. Oui. Et ça peut freiner le client à venir voir l'architecte. Oui. Mais surtout, c'est que l'architecte qui a toujours porté le projet de son client vers l'administration. Mais vous avez plusieurs barrages. Permettez-moi de parler ainsi. D'abord, vous allez déposer quelque part. Il faut vous assurer que lui va transmettre au suivant. Voilà. Vous allez chercher à connaître c'est qui le suivant. Il faut aller le voir. Et ainsi de suite. Et puis, il faut suivre la procédure. Toute la chaîne. Il faut suivre toute la chaîne avec des tentations naturelles de faire quelque chose pour pouvoir faire avancer. Donc, malgré nous, nous étions des corrupteurs. Mais oui, parce qu'il fallait quand même que le client ait... Oui. Ne serait-ce que pour gagner l'amitié et la gentillesse de celui qui va traiter votre dossier. Cette réforme de dématérialisation du processus nous a enlevé cette grosse épine du pied. Voilà. Et aujourd'hui, nous ne rencontrons pratiquement pas les acteurs qui instruisent le permis de construire. Nous postons en ligne, les communications se font en ligne. La seule fois où on se rencontre deux fois et l'architecte n'est pas tenu d'être présent. C'est au moment où l'administration se déplace sur le terrain pour constater l'état du terrain. Voilà. Ça peut être un de nos collaborateurs qui y va et ça ne se sentira pas obligé de faire quelque chose que ce soit. Et la dernière fois, c'est quand le permis est prêt, on vous appelle pour aller chercher la version papier. Vous pouvez envoyer votre secrétaire pour aller récupérer ça. Donc, il n'y a pas de contact. Mais surtout, l'aspect le plus important, c'est que notre métier a beaucoup évolué grâce au développement de la technologie. Oui. Et avant, nous dessinions sur de grandes tables et on imprimait de très grands formats. Aujourd'hui, nous utilisons les logiciels de CAO-DAO pour produire nos projets. La logique, c'était que au niveau de l'administration, ce travail numérique puisse continuer. C'est ça qui a été fait en fin 2016. Et franchement, ça a simplifié la vie aux architectes.
Et ça simplifie la vie aux clients aussi, parce que c'est moins tracassant. Et surtout, c'est devenu moins cher. Voilà. C'est devenu moins cher. Et là où il fallait payer qu'à 300 000 et 500 000 francs pour obtenir le permis, aujourd'hui, peut-être vous payez que 100 000. Mais il n'y a pas eu que les réformes concernant spécifiquement le permis de construire qui a favorisé cette avancée spectaculaire. Il y a eu des réformes parallèles, notamment le nouveau code foncier domanial et qui a créé le guichet unique du foncier, a simplifié la tâche. Et les réformes négociées avec les géomètres agréés et qui ramènent qui raccourcit le temps d'obtention du plan parcellaire et la validité du plan parcellaire qui n'est plus de 3 tampons mais d'un seul tampon pour le processus de permis de construire, c'est une avancée importante. Et donc aujourd'hui, l'architecte n'hésite plus à insister auprès de son client pour avoir le permis. Parce qu'avant, beaucoup de clients étaient réticents parce que c'était compliqué d'avoir le permis. Maintenant que c'est simple et c'est moins cher, c'est aisé pour nous de convaincre le client de satisfaire cette obligation d'avoir le permis de construire avant d'entreprendre les travaux. Les travaux. Oui. Alors, M. Akiyetan, dites-nous, avec ces réformes également, dites-nous, quel est le nouveau visage du partenariat entre le gouvernement et les architectes ou l'ordre des architectes, on va dire? Bien, il faut avouer que nos relations avec l'autorité gouvernementale n'avaient pas toujours été très bonnes, pour plusieurs raisons. Je vais me permettre d'en citer quelques-unes. Vous savez, l'ordre des architectes regroupe des architectes, des professionnels. Entre eux, c'est naturel de vouloir défendre ses intérêts. Oui. Mais c'est se prendre pour un syndicat. Il existe des syndicats d'architectes. Au Togo, il n'y en a pas encore. Mais l'ordre des architectes, comme les autres ordres professionnels, ce sont des instruments mis en place par le gouvernement pour bien gérer un secteur déterminé. Oui. Ça veut dire que nous sommes un outil, l'ONAT est un outil du gouvernement. Oui. Il a fallu faire un travail sur nous-mêmes. Il a fallu beaucoup de pédagogie aussi de la part du gouvernement pour qu'on s'accorde sur cela. Voilà. Du coup, ça a amélioré nettement nos relations. Mais au-delà de cette compréhension, c'est que le gouvernement a toujours, en tout cas depuis un moment maintenant, traite les ordres nationaux comme des partenaires. Voilà. Alors, pourtant les ordres sont, comme je dis, des instruments du gouvernement. Pour exemple, au Bénin, quand il y a eu l'affaire des faux médicaments, l'ordre des médecins a été suspendu, des pharmaciens, pardon, a été suspendu net. Je ne sais pas si ça a été rétabli déjà. Ça veut dire que nous sommes une émanation du gouvernement et nous devons avoir l'humilité de reconnaître cela, de travailler dans l'esprit dans lequel l'ordre a été créé. Nous y sommes arrivés grâce à l'appui du gouvernement, quand même, parce que les architectes aussi étaient un peu réticents, parce qu'ils estimaient que quelque part, ils étaient oubliés, et ils voyaient parfois certains projets sortir de terre, et il n'y avait pas d'architecte national derrière, donc il y avait quelques frustrations, mais tout cela a été réglé, et aujourd'hui, il est rare qu'un projet de construction se fasse au Togo sans qu'il y ait d'architectes togolais derrière. Et un exemple palpable, c'est l'Assemblée nationale. Oui. L'Assemblée nationale, on sait que c'est les Chinois qui ont porté le projet, mais c'est un architecte togolais, recruté par le gouvernement togolais, qui a représenté l'expertise togolaise dans la construction de ce projet. Et d'ailleurs, quand vous voyez cet édifice, il ne ressemble pas à la plupart des bâtiments faits par les Chinois. Oui. Parce qu'il y a eu l'intelligence locale qui a été injectée dans le projet. Et c'est quand même autant de choses que le gouvernement a accordé aux architectes pour que, enfin, la collaboration entre les architectes et les agents de l'État se fasse de la meilleure façon possible. Voilà. Et puis aujourd'hui, nous devons reconnaître aussi que c'est quand même un privilège que nous soyons les seuls habilités à porter un projet, à poster un permis de construire. Avant, le citoyen lambda pouvait se lever et puis faire un schéma, aller voir la mairie pour dire bon, il veut construire, le permis, on pouvait le lui donner. Aujourd'hui, il faut obligatoirement qu'il y ait un architecte qui vous accompagne.
Et naturellement, les architectes aussi ont fait beaucoup d'efforts. Avant, par exemple, chaque dossier de permis devait être enregistré préalablement au sein de l'ONAT. Et la démarche de Doing Business avait estimé que cela allongeait les délais et ça provoquait parfois, ça entraînait des coûts supplémentaires. Donc, il a été demandé à l'ONAT de voir dans quelle mesure cette disposition, d'ailleurs, qui était quelque peu arbitraire parce qu'aucun test ne soutenait ça, et il fallait revenir, il fallait retirer cela. Ce que nous avons fait, et après avoir consulté largement nos confrères. Mais en contrepartie, aujourd'hui, l'architecte, il a l'exclusivité de l'exercice de sa profession sur le territoire et ça nous ouvre plus de marché. Et le fait que l'architecte togolais soit systématiquement associé au projet, même porté par des investisseurs étrangers, cela est un avantage pour nous. Je pense que c'est la même chose pour les autres professions libérales, notamment les notaires, les avocats. Bon, c'est une bonne chose. On ne peut que se réjouir de ça. Mais il y a des défis qui restent encore à être relevés, notamment que les architectes collaborent à toutes les phases de ces réformes, notamment au niveau des inspections. Et le nouveau décret qui réglemente les actes d'urbanisme au Togo, qui date d'avril 2016, a prévu un complément de l'instruction de l'inspection. Et l'inspection, pour que l'inspection ait lieu et de façon efficiente et efficace, parce qu'il y a une nuance entre les deux, pardonnez-moi, et le gouvernement a mis en place une commission qui pouvait être constituée que d'agents administratifs. Mais le gouvernement a ouvert ça aussi au secteur privé. C'est d'ailleurs moi qui suis du secteur privé qui préside cette commission actuellement. C'est dire quand même que le gouvernement jusqu'à maintenant a fait preuve de beaucoup d'ouverture à l'endroit des professions libérales en général et des architectes en particulier. Et c'est pour ça que nous aussi, en reconnaissant que nous sommes un outil mis en place par le gouvernement pour agir, nous essayons de faire du mieux que possible pour que les objectifs soient atteints. Donc, pour dire un mot sur cette commission, elle est pluridisciplinaire. Et la commission d'inspection est mise en place pour donc inspecter les travaux de construction. Et après avoir obtenu le permis de construire, l'administration doit s'assurer que l'édifice en construction est bâti conformément au permis obtenu. Ce qui est sur le papier. Oui, parce que le porteur du projet peut avoir envie de modifier son projet en cours de route. C'est légitime, mais il faut se conformer à la réglementation. Si la modification est importante, il faut signaler et modifier le permis. Il faut s'assurer également que la construction se fait dans les règles de l'art pour éviter les accidents divers qu'on a connus, des immeubles qui s'effondrent et autres, et que les normes de sécurité sont respectées. C'est ainsi que la commission comporte au moins 5 ou 6 structures. Il y a d'abord le ministère de l'urbanisme, parce qu'il s'agit quand même de construction, c'est un décret dont la tutelle est le ministère de l'urbanisme. Il y a des agents, des architectes, les administratifs du ministère de l'urbanisme qui sont dans la commission. La collectivité locale sur le territoire de laquelle s'opère la construction est représentée également par ces techniciens, parfois par des responsables. Monsieur Diam, en face de moi, est souvent présent aux séances d'inspection. Et il y a le corps des sapeurs-pompiers pour s'assurer des questions de sécurité. Sécurité incendie, sécurité en cas de panique pour les édifices recevant du public, les ERP, etc. Et il y a également l'Ordre national des ingénieurs qui est impliqué. Et il y a naturellement l'ONAT que je représente avec un autre confrère. Et il y a même l'ANGE qui est du ministère de l'Environnement, l'Agence nationale de protection de l'environnement, et qui intervient parce que, selon la taille et la complexité d'un projet de construction, le ministère de l'Environnement doit donner son avis. Parce que le projet ne manque pas d'avoir un impact environnemental et social, voire économique. Et donc, pour s'assurer que tout se passe bien, donc toutes ces structures qui sont là, et ce n'est pas des petits agents, c'est des gens, c'est des experts de haut niveau qui vont. Et
l'inspection est gratuite. L'inspection est gratuite. Ça veut dire que vous êtes porteur d'un projet de construction, vous accueillez cette commission pluridisciplinaire d'experts de haut niveau qui viennent vous aider, vous aider à mieux faire. C'est ça le principe. Et donc, quand les gens sont réticents à accueillir la commission, parfois je dis, mais ils n'ont pas compris l'intérêt de la chose pour eux. C'est l'occasion, enfin, sur ce plateau, de rappeler l'importance. Mais M. Akietan, nous allons revenir tout à l'heure sur, disons, le fonctionnement ou comment se déroulent ces inspections de la commission. Mais M. Ediam, moi, je voudrais qu'on continue, qu'on poursuive donc les réformes, les innovations introduites. Et nous avons écho également du renforcement du cadre réglementaire. Alors, parlez-nous-en. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Oui, le cadre réglementaire a été revu. Comme je le dis, le décret de 2016 essaie de renforcer la qualité des projets de construction, notamment dans l'instruction. Est-ce que vous voyez, nous sommes dans cet immeuble qui nous accueille. L'immeuble-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se supporte. Il se supporte, il ne s'écroule pas quand il est seul. Et il nous supporte aussi. Il ne s'écroule pas parce que nous sommes dedans. S'il fonctionne très bien, c'est parce que derrière, il y a des gens qui ont conçu. Vous voyez comment c'est vaste. Ils savent ce que vous voulez en faire. Ils ont dimensionné l'espace. Et puis aussi, ils ont calculé la solidité. Et ce décret voudrait que ce calcul que les gens ont fait derrière puissent le vérifier, puissent voir est-ce que réellement ça répond. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut également, si vous voulez, on l'a déjà brossé, voir quels sont les risques. Si c'est une boîte de nuit qu'on veut faire ici, en cas de panique, est-ce que j'ai facilement l'issue? Est-ce que ma porte qui doit s'ouvrir de dehors s'ouvre effectivement vers dehors? Est-ce qu'il y a d'autres issues de secours? Et ça également, il faut voir ça. Donc les réformes ont permis quand même d'introduire des facteurs qui vont essayer de nous donner la qualité de la construction. En dehors de ça, les réformes aussi ont catégorisé les bâtiments. Ah oui, on a catégorisé les bâtiments et surtout en fonction des risques. La catégorie A pour les bâtiments à faible risque. Et là, l'avantage, c'est qu'on ne va pas prendre assez de temps pour l'instruction. On ne va pas mettre les mêmes procédures d'instruction. Les bâtiments risque moyen, c'est catégorie B. Et les bâtiments risque fort, c'est catégorie C. En termes de construction aussi des dossiers, ce n'est pas la même chose. Quand vous avez un bâtiment de catégorie A, on n'a pas assez de pièces à présenter. Mais quand vous êtes en B, il faut rapidement regarder, voir est-ce que la question de sécurité incendie est prise en compte. Il faut rapidement regarder, voir est-ce qu'il y a un impact sur l'air, est-ce qu'il y a un impact sur l'eau, est-ce qu'il y a un impact sur le sol. Est-ce que vous voyez, avec un bâtiment de catégorie C ou une installation classée, il faut aussi l'étude du danger. Quand on met, je prends l'exemple d'un dépôt pétrolier. Le dépôt pétrolier, c'est quoi? C'est du fioul qu'on met dedans. Et ce fioul, le risque zéro n'existe pas. Si jamais ça doit souffler, quand ça souffle, ça doit prendre les voisins. Donc, il faut faire l'étude de danger pour savoir, au cas où ça souffle, l'impact va jusqu'où? Et mesurer cet impact, voir la distance létale. La zone dans laquelle, s'il y a une personne, il va mourir. La zone semi-létale. La zone dans laquelle, si une personne se trouve, il va recevoir des blessures. Pour essayer de faire des prescriptions. Ça, vous voyez, là, ça nous amène même à dire au maire, vous devez modifier votre plan d'urbanisme pour tenir compte de ce risque. Et en construction également, les experts doivent vérifier. Vous qui mettez cette installation, qu'est-ce que vous prévoyez en cas de la survenance du risque? En interne, qu'est-ce que vous prévoyez? Et quand vous êtes dépassé, qu'est-ce que vous sollicitez à l'administration de faire? Qu'est-ce que le maire doit faire avec ses pompiers? Et donc ces dossiers sont analysés, sont validés, et les exercices sont faits, et puis bon voilà,
si tout est construit dans ce climat, dans ces normes-là, je pense qu'on peut dormir en paix. Voilà. Alors, M. Diam, parlant de réforme également, on a appris, enfin, récemment, il y a eu la loi créant l'ordre des ingénieurs. Alors, en quoi l'adoption d'une telle loi peut-être apporte un plus à ce secteur-là? Oui, nous nous réjouissons. Hein. Nous nous réjouissons de cette loi qui organise l'ordre des ingénieurs. Les ingénieurs, c'est des partenaires des architectes. Oui. L'architecte, il regarde la forme, la fonctionnalité, l'esthétique, le goût. Hein, ils regardent ça. Ils peuvent aussi calculer la structure. Mais ça leur prend du temps. L'ingénieur est plus pointu pour calculer la structure du bâtiment. Et puis quand on dit ingénieur, bon, il y a plusieurs types d'ingénieurs. Hein. Il y a des ingénieurs qui ne sont pas des professionnels du bâtiment, comme les ingénieurs génie civil, électriciens et autres. Nicolas a l'habitude de donner l'exemple des ingénieurs financiers qui savent dans leur domaine comment faire, mais ils ne font pas partie des professionnels du bâtiment. Donc, l'ordre des ingénieurs nous donne la catégorie de ces ingénieurs qui interviennent dans le montage des projets de construction, dans l'instruction des projets de construction et dans les inspections des projets de construction. Et un promoteur immobilier, pour savoir qui est ingénieur, il peut s'adresser à l'ordre. Il est sûr de ne pas se tromper. C'est comme l'ordre des bonnes personnes. Ah oui, c'est comme l'ordre des architectes. On est sûr qu'on ne peut pas se tromper. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, mais écoutez, moi, je veux régulariser ma construction, je veux avoir mon permis, je veux être... Je dis, mais l'ingénieur, c'est qui? Quand il me donne le nom, tout de suite, je vérifie. Vraiment, c'est... Voilà. Et puis, on découvre des gens qui ne sont pas de l'ordre. Et puis, rapidement, ils sont écartés pour laisser les professionnels. Ils sont consacrés par la loi. Donc, pour laisser les professionnels nous concevoir ce qui est bien. Aujourd'hui, il va de même pour les ingénieurs. Donc, le citoyen profite, les promoteurs profitent. On ne peut pas se tromper d'un acteur dans le domaine de la construction. Professionnel et reconnu par l'État. Reconnu par l'État. D'accord. Alors, M. Akidjetan, parlons justement des ingénieurs. Est-ce qu'il a fallu peut-être avoir recours à vous, mais quand je dis vous, pas vous personnellement, mais peut-être aux architectes, est-ce que ce sont les architectes qui ont dû souffler l'idée aux dirigeants, leur dire, écoutez, pour que le travail soit bien, il nous faut nécessairement travailler en partenariat avec peut-être nos collègues ou nos confrères ingénieurs et les autres. Comment cela a été fait pour qu'on ajoute, entre griffes, les ingénieurs à ce projet-là? Bien, je pense que les ingénieurs n'ont eu aucun besoin des architectes pour prendre l'initiative de créer leur ordre. Et les ingénieurs, comme disait M. Diam, sont des partenaires directs des architectes. Nous travaillons en tandem avec les ingénieurs. Mais le secteur n'était pas bien clarifié parce qu'il y a beaucoup de génies. Le génie financier, le génie alimentaire, etc. Il y a des ingénieurs agronomes. Mais ici, il s'est agi spécifiquement des trois génies qui interviennent dans la construction. C'est le génie civil, le génie électrique et le génie mécanique. Voilà. Et maintenant, quand vous prenez ces trois génies, il y a des spécialisations. Certains qui font des fluides, d'autres qui font les ascenseurs, ceux qui font la protection électronique, etc. Mais c'est les trois génies principalement, et c'est eux qu'on retrouve dans l'ordre des ingénieurs. Nous, par contre, au niveau de l'ONAT, nous avons salué, nous avons applaudi la naissance de cet ordre qui vient mettre vraiment de l'ordre. Et Dieu merci, ceux qui ont poussé ce projet sont des gens très sérieux. Et ils ont commencé à marquer déjà positivement l'environnement, le secteur, par leurs interventions. Vous avez pu les sentir tout récemment par rapport à la lutte contre le Covid-19. Oui. Vous avez pu voir leurs manifestations annuelles
pour sensibiliser la population sur la nécessité de recourir à l'ingénieur et le rôle clé joué par l'ingénieur en complément de l'architecte dans l'acte de bâtir. Et la plupart des immeubles qui sont écoulés n'avaient derrière eux ni architecte ni ingénieur. Et donc, c'est aussi le souci du gouvernement quand même que on ne soit pas champions dans ça. Que les édifices, d'abord c'est difficile pour bâtir et quand les gens peuvent avoir un peu d'argent pour construire, que ça s'écoule. Oui. Non. Donc ces outils sont mis à leur disposition. Et contrairement à ce que certains pourraient redouter, l'arrivée de l'ordre des ingénieurs est plutôt pour nous salutaire. Voilà. Et ce sont nos amis, nous travaillons toujours avec eux. L'ingénieur ne travaille pas sans l'architecte, l'architecte ne travaille pas sans l'ingénieur. Oui. Donc ils aient leur ordre propre à eux, c'est une très bonne chose. D'accord. Alors, M. Ediam, maintenant, M. Akidjetan avait évoqué un peu plus haut les inspections. C'est vrai qu'avant, c'est vrai, on savait qu'il y avait les inspections, il fallait aller inspecter ce qui se fait sur le terrain concrètement, mais on aurait appris que ce n'était pas vraiment ça. Dans les faits, il n'y avait pas trop d'inspections. Alors aujourd'hui, est-ce que, avec la mise en place de la commission, disons, ces inspections-là sont régulières, elles sont une réalité? Merci pour la question que me posez. Avant de poser la question au président, j'aurais souhaité le président va nous dire qu'il le fait. Comme vous voulez que ce soit moi, et je vais parler sous son contrôle. Oui, vous allez nous dire, parce que, disons que quand vous travaillez avec lui, vous allez nous dire, est-ce que c'est vrai, avant que lui ne vienne nous dire que c'est vrai? Si vous voulez, c'est une réalité. Elles se font chaque semaine. Et chaque mercredi de la semaine, nous sortons pour inspecter au moins 3 chantiers de construction. C'est une réalité et ça fait plus d'1 an. Et demi. Oui, 1 an et demi, voilà, je pense qu'on contrôle. Qu'on a commencé pour faire ce travail. Et ma foi, non, les autorités sont prévoyantes. Parce que vous allez voir des grands immeubles qui sont réalisés, pas parce qu'ils n'ont pas de permis, mais ils ont des permis qui disent autre chose carrément. C'est-à-dire que quand il a eu le permis, son ambition a changé. Soit c'est la fonctionnalité, la destination de l'immeuble qui a changé, soit même la conception a changé. Et ces gens-là, ils ne l'ont pas fait par mauvaise foi. Non. Et ils l'ont fait parce qu'ils ne savent pas. Est-ce que vous voyez? Mais quand nous découvrons ça, nous ne condamnons pas. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est pour aider les promoteurs. Donc on les accompagne à reconstituer le dossier de ce qui est réellement fait pour avoir une bonne pièce, un bon permis. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, nous trouvons pas mal de choses et on accompagne les gens. C'est vrai qu'au début, les gens ont eu comme impression que nous sommes un peu comme la police, gendarmes, la police. Mais quand les gens comprennent, ils sont satisfaits. Aujourd'hui, nous les accompagnons en les découvrant. Mais les textes disent qu'ils sont obligés de nous inviter à chaque phase de construction. Quand vous avez votre permis, quand vous allez implanter votre immeuble, il faut qu'on vienne voir. C'est bien aligné? Est-ce que c'est conforme au plan? Quand vous arrivez à un certain niveau, et comme je vous l'ai dit, c'est en fonction des risques. Vous arrivez à un niveau requis, vous saisissez l'administration pour qu'elle vienne voir. Mais comme ce n'est pas encore rentré dans les habitudes, nous les découvrons. Voilà. Et nous saluons aussi cette initiative pour nous permettre de communiquer avec nos partenaires de l'immobilier, que l'outil est gracieusement mis à leur disposition pour qu'ils se fassent inspecter à tous les niveaux requis. Voilà, c'est vraiment une bonne chose, mais je vais laisser le président Monsieur Akidjetan, c'est vrai, vous êtes le président de la commission. Monsieur Ediam l'a dit, disons, les inspections, ce sont une réalité. Mais dites-nous, ces inspections, vous les faites de façon inopinée, vous cochez, ou bien vous choisissez une construction par hasard et vous y allez, comment ça se fait?
Bien, d'abord je confirme que les inspections sont une réalité hebdomadaire au moins, avec 3, 4 édifices, 3 chantiers donc inspectés chaque semaine. Et de façon pratique, ce sont les collectivités locales qui se chargent d'établir pour nous la liste des projets, des chantiers inspectables. Ok. Parce que la commission qui est mise en place ne possède pas les données sur les constructions dans la cité. Okay. Donc nous appuyons sur les communes. Yeah. Ce sont les communes. Heureusement, l'organisation au niveau de Lomé, par exemple, est vraiment merveilleuse. Et il y a le grand district qui a une gestion des services techniques très opérationnelle. Et il y a à l'intérieur du grand district de Lomé 2 préfectures. Et chacune des 2 préfectures, la préfecture du Golfe a 7 communes, la préfecture d'Aguanivé en a 6. Et donc, ce sont les 13 communes qui saisissent la direction des services techniques du district autonome du Grand Lomé pour dire, bon voilà, il y a sur notre territoire tel projet en construction, donc tel chantier qui ont démarré. Donc, nous sollicitons l'inspection. C'est comme ça que la commission se déplace. Et comme ça a été précisé, il y a plusieurs phases. La phase de démarrage pour constater que les alignements sont respectés et qu'il n'y a pas d'empiètement sur la voie publique, il n'y a pas une trop grande proximité du voisin et que l'implantation se fait conformément au plan du permis. Et que des dispositions complémentaires sont prises, notamment la mise à la terre pour ce qui est de l'électricité et qu'une équipe compétente est réunie pour exécuter les travaux. Et en deuxième phase, en général, c'est à la fin du gros œuvre, c'est-à-dire quand le bâtiment est mis hors d'eau, c'est-à-dire le toit est posé. Et on va donc vérifier aussi s'il n'y a pas d'anomalie et donc on donne le feu vert de continuer. Et à la fin, nous procédons à la fin des travaux, nous procédons à la dernière inspection qui, si elle est concluante, donne lieu à la délivrance d'un certificat de conformité qui vaut permis d'habiter ou permis d'exploiter. Et bien, quand il y a des anomalies, donc nous faisons des suggestions pour améliorer et l'architecte et l'équipe du projet donc se réunit pour procéder aux corrections nécessaires et pour soumettre le permis modificatif ou bien pour se conformer en tout cas aux normes pour que les choses se passent bien. Et nous avons été instruits par l'autorité suprême du pays d'avoir une démarche pédagogique. C'est vrai, il y a une loi et il y a un décret en tout cas qui est pris et qui régit ceci, mais c'est une nouveauté. Donc, il faut avoir une approche pédagogique vis-à-vis du citoyen. Et surtout, nous a été rappelé tout le temps que notre commission n'est pas une brigade de répression. Nous allons pour examiner, voir si ce n'est pas bon d'aider les gens à corriger par les propositions que nous leur faisons. Et au cours de l'inspection, il y a plusieurs compétences qui sont réunies. Il y a même des préventionnistes, ce qui est rare, mais qui sont quand même dans la commission. Il y a des ingénieurs, donc de tous les génies, et les architectes et les fonctionnaires donc de l'administration publique comme de l'administration communale qui sont avec nous. Donc toutes ces compétences sont mises au service de la construction. Et parfois, nous avons pu découvrir que l'architecte n'était plus là parce que le promoteur, après avoir obtenu le permis, a pensé qu'il n'avait plus besoin de l'architecte parce que lui, il avait besoin de permis pour obtenir son crédit à la banque. Une fois que c'est fait, donc la commission explique en ce moment au promoteur du projet que son architecte, il en a besoin depuis la conception du projet jusqu'à la remise des clés. Parce que aucun dessin, aucune représentation d'architecte ne peut contenir tout ce que l'architecte a dans la tête d'abord. Et puis, pendant le chantier, quand vous faites une petite modification, pour vous qui n'êtes pas connaisseur, vous pensez que
Ça se limite à ça. Mais il y a un impact. Ça, c'est le professionnel. Il y a un impact sur tout l'ensemble de la construction. Et j'aime bien expliquer ça par le football. Quand l'entraîneur sort un joueur, il ne se contente pas de le remplacer par un autre joueur. Non. Parce que le joueur qui était là, il était dans un système. Donc, en réalité, quand un joueur sort, c'est un système qui sort. Donc, le remplaçant vient pour correspondre au système nouveau. Donc, dans le bâtiment, quand vous opérez une modification, c'est qu'il y a une modification sur l'ensemble de la construction. Et c'est l'architecte qui est présent sur le projet pourra anticiper sur cela et opérer les corrections nécessaires pour que vous n'ayez pas de déboires à la fin. Et donc, la commission, l'intervention de la commission a pu rétablir souvent nos confrères oubliés dans leur mission de suivi des travaux de construction. C'est un atout. Et souvent, on a compris que le promoteur ne l'a pas fait par méchanceté ou parce qu'il y avait un problème quelconque. Non, tout simplement parce qu'il ne savait pas qu'il avait toujours besoin de l'architecte. Surtout que souvent, les autres acteurs, notamment les maçons et autres, qui n'aiment pas trop les architectes à cause de l'exigence de l'architecte, et s'empresseront de dire au promoteur, on n'a pas besoin de lui, non, il a déjà le plan, ça suffit. Non, c'est une erreur grave. L'architecte doit être là depuis, même je dis, au moment d'acheter votre terrain, appelez l'architecte pour qu'il vous accompagne. Voilà. Parce qu'un terrain peut avoir des vices cachés. L'architecte, par expérience, il connaît ces vices-là. Oui. Même dans une zone qui est correcte pour la construction, qui n'est pas non édificandi. Et quand vous prenez par un îlot qui a 10 parcelles, ces 10 parcelles ont la même taille, mais n'ont pas les mêmes avantages pour vous. Selon que vous ayez votre rue au sud, à l'est, au nord ou à l'ouest, ça ne vous offre pas les mêmes avantages. Du point de vue de l'éclairage, parce que le soleil chez nous va toujours de l'est à l'ouest, et les vents vont du sud au nord ou du nord au sud. Pendant la matin, c'est du nord au sud. Pendant la mousson, c'est du sud au nord. Et l'architecte intègre tout cela dans le projet de construction. Donc, l'importance de l'architecte dans tout le processus, en fait. Oui. Et donc, pour le choix du terrain, l'architecte est important parce qu'il sait que quand vous choisissez telle parcelle plutôt que celle-là, ça vous offre tel avantage pendant le projet. Donc, ne vous passez pas de ce genre de conseils qui souvent sont gratuits parce qu'au moment où vous appelez un architecte pour vous accompagner dans le choix de votre terrain, il ne vous adresse pas de facture. Ah, mais bon, enfin, c'est l'occasion de le savoir parce que on se dit il se positionne pour être votre architecte dans la phase de projet. Donc, ne vous passez pas, et comme je dis, les inspections sont gratuites. Voilà. Et l'accompagnement de l'architecte pour identifier un terrain c'est gratuit. Également gratuit. Alors, Monsieur le Président, dites-nous, c'est vrai que les inspections sont une réalité et tout, mais après, maintenant, qui délivre le certificat? C'est la commission ou une autre instance qui délivre le certificat? Merci beaucoup de me donner l'opportunité de donner cette précision très importante. Le permis de construire est un acte administratif signé par l'autorité communale, le maire. Le permis d'habiter, le certificat de conformité, c'est également un document tellement important que ça mérite la signature du maire. Mais si à la fin de la dernière inspection, la commission estime que tout a été fait conformément au permis obtenu et conformément aux règles de l'art, et qu'il faille aller d'abord à la mairie pour préparer le certificat de conformité que le maire va signer, ça fait un délai supplémentaire. Alors pour cela, le législateur a fait en sorte que le maire délègue sa signature à son représentant dans la commission. Ce qui fait qu'à la fin de la dernière inspection, le certificat de conformité est délivré, séance tenante, et remis au promoteur en même temps. Ah, il n'y a pas d'aller préparer. C'est zéro délai. Et tous les certificats de conformité qui ont été délivrés jusqu'à maintenant ont été faits ainsi. Je pense que c'est une disposition notable. Et ça soulage beaucoup. Et moi, j'ai pu voir une cliente qui a versé des larmes après avoir eu son certificat de conformité en main à la fin de l'inspection. Et donc, mais c'était des larmes de bonheur. Oui. Et c'est autant d'impact qu'il y a.
Et donc, ceux qui accueillent la commission sur leur chantier, ils reçoivent un plus. C'est un grand bonus. Oui. Donc, il ne faut pas s'en priver. Bien. Et c'est l'occasion d'ailleurs d'inviter mes confrères à insister, à insister. Eux-mêmes seront mieux rétablis dans leur mission quand la commission vient. Oui. Moi-même, qui suis architecte, parce que moi aussi, il faut bien que je vive, moi aussi j'ai des clients. Et quand on va à une inspection et que c'est un de mes chantiers, je cède ma place de président de la commission pour être le maître d'œuvre à côté de mon client. Voilà. Et c'est quelqu'un d'autre qui préside la commission à ce moment-là. Voilà. Et au cours d'une inspection comme celle-là, et quand le préventionniste et sapeur-pompier qui était parmi nous a fait des observations à ma cliente, la cliente qui est une religieuse, dit, ah, c'est ce que disait monsieur Nicolas, mais on n'avait pas compris. On croyait que, bon, comme on dit que les architectes sont payés proportionnellement au coût des travaux, nous avons pensé que c'était une tentative de sa part pour augmenter ses honoraires. Maintenant que vous le dites, nous avons mieux compris, nous nous engageons à respecter cela. Voilà, c'est très bénéfique pour tous. D'accord. Alors, Monsieur le Président, dites-nous, depuis, nous avons compris que près d'1 an et demi que la commission est là. Alors, combien d'inspections ont été réalisées et combien de certificats ont été délivrés? Et je vais m'y essayer, mais M. Ediam maîtrise mieux les statistiques voilà. que moi. Et globalement, plus d'une centaine d'inspections ont déjà eu lieu. Et les certificats de conformité, par contre, il n'y en a pas autant. Parce que pour qu'il y ait un certificat de conformité, il faut que le projet soit terminé. Mais vous savez comment on construit chez nous. À part quelques rares personnes qui peuvent finir un chantier en 1 an, quand on a commencé un chantier, c'est sur plusieurs années. Donc, notre commission n'ayant pas encore travaillé plusieurs années, et nous avons fait première, peut-être deuxième inspection pour la plupart des chantiers, mais pas encore la dernière. Néanmoins, il y en a quand même pas moins d'une quinzaine de certificats de conformité déjà délivrés à ma connaissance. D'accord. Alors, monsieur Ediam, dites-nous, c'est vrai qu'on va... à pas de torture, on va dire, quand on construit les immeubles dans notre pays, mais combien de certificats on a déjà délivrés? Oui, comme Nicolas le dit, c'est un peu plus d'une dizaine de certificats de conformité. Mais dites-vous que pour un immeuble classé dans la catégorie C, vous avez 4 ou 5 inspections. Donc, si tous les immeubles sont classés dans la catégorie C, et supposons qu'ils sont tous finis, le nombre de certificats de conformité, ça fait le nombre d'inspections divisé par 5. Oui. Voilà. Donc, c'est ce qui justifie qu'on a beaucoup d'inspections, mais très peu de certificats de conformité. Il faut le dire, le certificat de conformité est un acte d'urbanisme. Il a une valeur juridique. On ne peut pas badiner sur ça. Et la dernière inspection, elle est très rigoureuse. Voilà, parce que le travail est fini, il faut nécessairement on va voir aller en détail. On dit, il y a le détecteur de fumée. En cas d'incendie, il faut que le détecteur puisse savoir rapidement qu'il y a, comment l'appelle-t-on, une fumée. Il faut qu'on le fasse. Il faut quelqu'un pour produire un peu la fumée. Voilà, et voir si ça fonctionne. Et voir comment ça marche. Et ça prend plus de temps. La dernière inspection, on prend plus de temps. Ah oui, ça prend du temps, mais c'est pas grave. Nous, on est là pour ça. Oui. On peut faire toute la journée là-bas. Mais, moindre pépin, on s'abstient, on retourne avec notre certificat, on ne remet pas, on ne signe pas. Et quand il va finir, on revient, on refait le texte. Quand c'est bon, on lui donne. Et il faut le dire, hein, il faut aussi saluer le courage des maires pour déléguer leur signature à leurs collaborateurs qui les engagent. Voilà. Et ça, c'est aussi dans le souci de faciliter les projets de construction. Oui, ça, c'est important. Je crois que l'informatisation ira jusqu'au bout. Voilà. Il ira jusqu'au bout. Et quand tout est bon, avec un clic, l'architecte a eu le certificat de conformité pour son client. Voilà. Et ça, c'est vraiment dans les enjeux à venir. Voilà, le projet à venir. Alors, chers invités, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ces échanges sur ces innovations introduites dans disons, l'obtention du permis de construire et tous les à côté, on va dire. Monsieur Akidjetan, avant de
de vous laisser repartir. C'est vrai que vous avez essayé déjà un peu plus haut d'évoquer un peu peut-être les autres défis à relever. Alors si vous avez un dernier mot, c'est vrai qu'il y a eu réforme, c'est vrai que la vie est relativement belle, mais est-ce qu'il faudrait encore améliorer d'autres choses? Ah oui, il y a beaucoup de défis encore à relever. Et si je prends que le cas des inspections, à ce jour, nous nous sommes limités au district du Grand Lomé. District autonome du Grand Lomé. Mais cette disposition vaut pour tout le territoire togolais. Oui. Nous avions prévu de commencer à aller à l'intérieur du pays au mois de mars, quand malheureusement le Covid-19 est survenu. Et donc, c'est un défi majeur que nous devons relever. Et nous avons pris déjà des dispositions pour que nous puissions couvrir l'ensemble de la région maritime maintenant. Et puis, avant la fin de l'année, nous allons pouvoir faire quel que soit à l'intérieur du pays. Dieu merci, ça conçu beaucoup moins là-bas qu'à Lomé. Oui. Donc, les meilleures statistiques, c'est à Lomé que nous allons les réaliser. Mais je voudrais rassurer les autorités locales des collectivités de l'intérieur du pays qu'elles ne sont pas oubliées et que l'application qui est développée pour toutes les communes, et donc pour instruire les permis dans toutes les zones et pour que toutes les zones puissent bénéficier des inspections par la commission. L'autre défi, c'est l'adhésion des professionnels qui accompagnent les promoteurs, les architectes, les ingénieurs et même les entreprises de construction. C'est leur disponibilité à accompagner ce mouvement qui a regardé de près et en leur faveur également, beaucoup même en leur faveur. Oui. Et donc que l'architecte ne se fasse pas prier avant de mobiliser l'équipe qui va accueillir la commission d'inspection. Et notre pays a fait des avancées spectaculaires au niveau du classement du Doing Business l'année dernière. Nous avons gagné une quarantaine de points et on nous envie pour ça. Et ne croisons pas les bras pour dormir sur nos lauriers, pour être moins classés prochainement. Donc c'est notre défi à nous tous. D'abord en tant que professionnels, parce que l'autorité nous fait confiance, mais également en tant que citoyens, parce que quand ça va bien pour le Togo, ça ira mieux pour nous tous. Nos affaires vont mieux prospérer et puis nous serons de plus en plus fiers des succès de notre pays. Donc j'invite tout le monde à jouer sa partition pour que ces réformes très intéressantes en faveur de l'économie nationale, mais aussi en faveur du citoyen togolais, continuent de connaître le succès. D'accord. Merci beaucoup, M. Akidjetan, M. Kossi Makissi Akidjetan, qui est architecte, il vient du cabinet Archinova, je précise, et puis ancien président de l'Ordre national des architectes du Togo. Donc, M. Edjam, alors vous, votre mot de fin par rapport peut-être aux enjeux? Oui, nous avons des enjeux à lever, mais aussi on a des opportunités. Aujourd'hui, nous avons une communalisation intégrale. Il n'y a pas une partie du territoire togolais qui n'appartient pas à une commune. C'est réellement une opportunité. La deuxième opportunité, c'est que nous avons une application web. L'application web, ça veut dire que sur n'importe quel point du territoire aussi, on a accès à l'application. Même à l'étranger, l'architecte peut poster. Donc, avec les deux opportunités, nous pensons que l'implémentation de ce qui se fait dans le district du Grand Lomé peut rapidement être généralisée. L'autre point important aussi, c'est l'adhésion. L'adhésion, mais c'est vrai que il est difficile de solliciter du citoyen l'adhésion comme ça. Il faut qu'il voie le bénéfice. Le bénéfice est là. Peut-être qu'il va falloir accentuer la sensibilisation. Il va falloir qu'on communique beaucoup, qu'on ait aussi l'humilité d'avoir le retour des partenaires, des acteurs. Je me félicite des qualifications du président de la commission d'inspection, qui est libéral, qui était même l'ancien président, qui a participé à toutes les réformes jusqu'à aujourd'hui. Je me félicite. Son successeur, M. Farah, a aussi une bonne appréciation de ce qui se fait. Les ingénieurs sont intimement avec nous. Je pense qu'avec cette adhésion,
nous allons aller très loin. Et nous allons dire aussi merci aux autorités qui sont très prévoyantes, qui nous disent, c'est vrai, nous allons être bien placés sur le plan international pour attirer les investisseurs, mais aussi faites en sorte que le citoyen lambda puisse aussi bénéficier des réformes. Nous nous attelons et nous souhaitons cette adhésion. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Djamdiaki. Je rappelle donc que vous êtes directeur adjoint Lomé. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Chers téléspectateurs, vous avez découvert encore une autre composante, une autre phase des réformes mises en place par le gouvernement pour assainir le climat des affaires, le permis de construire. Vous avez redécouvert encore son importance. Alors, il reste à vous, chers investisseurs, chers opérateurs économiques et même à tous les Togolais de voir l'importance de ce document-là et ne restez pas chez vous, ne dormez pas sur vos lauriers, allez chercher votre permis de construire. Il y va de la santé de vos bâtiments, de vos constructions. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.